Mesdames, Messieurs, bonsoir, le 20h, voici les titres. Voilà 100 jours que le TER roule, 100 jours de voyage qu'apprécient les usagers. Il relève le gain de temps, le confort et la ponctualité. Les 100 jours du TER, c'est des reportages à bord du train et au centre de commandement des opérations ferroviaires et un invité, le directeur général de l'APEX, M. Muntagassi. Les plaintes et complaintes des acteurs du tourisme et de l'hôtellerie, ils dénoncent la gestion des fonds alloués au secteur du tourisme et des transports aériens impactés Covid et ils interpellent le chef de l'État. Le sous-préfet de Dakar Plateau a lancé ce matin une opération de désencombrement de la rue 1 de la Médina. Une opération pour annoncer une réorganisation des artères de la capitale gagnée par l'occupation anarchique. Bienvenue à tous. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du chef de l'État. Nous y reviendrons en cours d'édition. Le 27 décembre dernier, le Sénégal lançait le TER, le train le plus révolutionnaire de son histoire. Retour sur la réaction du chef de l'État en cette journée historique pour le secteur du transport de masse au Sénégal. Ce 27 décembre 2021 marque une étape historique dans notre marche collective vers le Sénégal émergent. Une aube nouvelle se lève sur notre cher pays. Il y a 5 ans, le 14 décembre 2016, ici même à Diamniadio, qui était alors une ville en état embryonnaire, nous lancions le chantier de la première phase du train express régional sur un linéaire de 36 km, dont la deuxième phase mènera à l'aéroport international Blaise Diagne. 2016, c'était 131 ans après l'inauguration en 1885 de la ligne ferroviaire Dakar-Saint-Louis. Je disais à l'occasion du lancement du chantier du TER que nous avions décidé de franchir en vitesse une étape significative de notre marche résolue vers l'émergence. En vitesse, parce que nous avions fait l'option d'un train express doté de technologies de dernière génération. J'ajoutais que nous étions animés par une volonté inébranlable de changer de paradigme, une volonté de vivre notre temps, une volonté d'épouser la modernité, une volonté de regarder l'avenir avec confiance et ambition. Moderne et électrique, le train express régional ambitionne notamment de désengorger la capitale. Pour les 100 jours de son exploitation commerciale, nous avons donné la parole aux usagers. Ces derniers se disent satisfaits des services du TER, une aubaine et une révolution dans le secteur du transport dans notre pays. Amadou Diallo et Fatoumata Savane. 100 jours que le TER est en marche. Le train express régional se veut innovant et structurant. Il est 15 heures passées de quelques minutes. Ici, à la gare de Dakar, les usagers hâtent le pas pour prendre leur train. Parce que c'est plus rapide, c'est plus pratique. Avant, quand je descendais à 15 heures, avant d'arriver chez moi, c'était à 19 heures. Mais maintenant, j'arrive à 16h30 ou plus tard 17 heures. La sécurité, c'est excellent parce qu'il y a des gendarmes, les hommes de sécurité. C'est la première fois aujourd'hui je suis venu pour prendre le TER parce que beaucoup de gens m'ont dit que c'est confortable et puis c'est rapide, quoi. C'est pourquoi aujourd'hui je suis venu pour essayer. À bord du TER, le confort est de mise. La sécurité également. J'ai commencé il y a 2 semaines. À cause de la circulation à l'entrée de Dakar, comme j'habite centre-ville, donc il y a souvent des problèmes de circulation. Mais avec la TER, 30 minutes, je suis chez moi. Je travaille à Petit Mbao. Donc je prends la gare de Kermbaïfal et en 30 minutes, je suis chez moi.
c'est super. Je sens que je suis en sécurité. Et même au niveau de... C'est moins cher, ça revient moins cher. Ça, on ne consomme plus de l'essence. Voilà. On fait l'abonnement par mois, carte d'abonnement. Très bien même. Je prends le TER chaque jour pour aller travailler. Ça me rassure vraiment. Il y a de la sécurité et personne ne te dérange. Si on continue sur cette lancée, je crois qu'on finira par être comme la France. Car présentement, on est très satisfait. À la gare de Dalifort, cet usager dit toute sa satisfaction depuis son abonnement mensuel au train express régional. Oui, très souvent, je prends le TER. Je viens jusque là-bas, je gare mon véhicule et puis je prends le TER, quoi. Pourquoi ce choix? Oui, parce que je vois que c'est plus efficace, en tout cas, et ça nous permet d'éviter les embouteillages, de gagner du temps, mais aussi de gagner du carburant et voilà, d'être plus productif, quoi. C'est ça. Le TER, une révolution. Avec une vitesse de pointe de 100 km à l'heure et une rotation tous les 10 minutes, voyager rapidement et sûrement n'a jamais été aussi accessible. Voyage à bord du TER avec un colonel des douanes à la retraite et qui a garé sa voiture à Rufisque et une Sénégalaise qui vit en Californie aux États-Unis qui salue la qualité du TER. Après 100 jours de voyage, les usagers apprécient ce moyen de transport de masse. Nos équipes ont aussi voyagé à bord du TER. Voyons le reportage de Pape Sididia et Abibou Mbaye. Gare de Rufisque. Au parking, une vingtaine de voitures stationnées dans cet espace bien entretenu, au paysage qui laisse fleurir ces arbres. C'est le lieu de stationnement privilégié pour les automobilistes. Ces voitures que vous voyez derrière moi sont garées par leurs propriétaires embarqués à bord du TER. Ils vont revenir ce soir après une journée de travail bien remplie. Parmi eux, ce colonel des douanes à la retraite, Malik Sen, enseignant formateur, fait partie de ces voyageurs qui sont abonnés au TER. À la descente de sa voiture, il se dirige, chapelet à la main, vers le lieu d'embarquement. Son ticket composté, il doit attendre dans un espace réservé aux personnes âgées avant l'arrivée du train. Vraiment, nous remercions donc le TER pour d'avoir aménagé des espaces pour le troisième âge. Nous, on ne fait pas la queue pour prendre un ticket, on ne fait pas la queue pour entrer et on rentre tranquillement, sans bousculade, n'est-ce pas, dans le comportement réservé au troisième âge. Et par rapport à votre voiture que vous avez garée, vous n'avez pas de soucis? Non, j'ai pas de soucis. J'ai pas de soucis là-dessus parce que donc, des deux côtés, vous voyez qu'il y a des espaces aménagés pour les véhicules. C'est pourquoi maintenant, c'est difficile de trouver une place pour se garer. Une fois à l'intérieur du train, chapelet toujours à la main, colonel Malik Sen s'installe confortablement. Ce qui n'était pas possible, n'est-ce pas, dans le transport routier. C'est pas possible. Et dans le transport routier, donc vous avez pu constater que si dans ce train-là, ce sont les employés eux-mêmes qui viennent réglementer. On est vraiment à l'aise, il n'y a pas de gêne. Et sans gêne, une femme nous interpelle à bord. Elle vient de Californie aux États-Unis. Elle exprime tout son sentiment dans la langue de Shakespeare. I'm from Oakland, California. I'm just here for a few days. Je viens d'Oakland, en Californie, aux États-Unis. Je suis venue au Sénégal dans le cadre de mes affaires. J'ai vécu en Europe et maintenant je vis en Californie. C'est le même système, le même confort. Et j'apprécie la propreté, la rapidité. J'exhorte les usagers, les travailleurs à maintenir en l'état cet outil précieux. Je suis vraiment tombée sous le charme. It's quick, clean, and I really do like it. Yeah. Certains voyageurs déplorent le non-respect des places réservées aux personnes âgées et invalides. Seulement, j'ai des doléances à faire. Ce n'est pas pour critiquer, mais c'est pour améliorer les services techniques. Ça nous arrange. Vraiment, nous, mais seulement aussi, on a un petit problème, nous qui habitons à Zagbaou, et il y a une masse de population. Je suis obligé de faire une remontée, aller jusqu'à le PNR ou bien au niveau de Kermbeyfal. À part ça, ce que je déploie, c'est la classe réservée aux personnes âgées, plus de 60 ans, et des personnes invalides.
Mais on a remarqué que les gens ne respectent pas ça, surtout les jeunes. Pendant ce temps, nos voyageurs arrivent à destination, à Dakar, pour faire le reste du trajet à pied. C'est ici, à la gare centrale de Dakar, que les voyageurs vont rebrousser chemin pour aller reprendre leurs véhicules laissés dans les différentes gares. Les Dakarois ont donc adopté le train express régional en changeant leurs habitudes. Maintenant, pour aller à Dakar, de nombreux automobilistes terminent le trajet en TER. Aussi souhaitent-ils l'aménagement de parking dans toutes les gares. C'est un reportage de Fantabachi. 16h30 à la grande gare du TER à Dakar. La station Refuge du Monde aux heures de pointe. Mohamed Nian et El Hadji Diallo sont tous deux véhiculés. Au début, bon, j'ai hésité. J'ai fait, par exemple, un sondage, j'ai pris mon véhicule. J'ai essayé une fois, 2 fois. Avec le TER, j'ai essayé une fois, 2 fois. Et j'ai tout de suite su la différence. Donc, j'ai préféré donc, laisser mon véhicule au niveau du gare de Dalifort et prendre le TER, qu'on augmente vraiment plus les départs, quoi. Oui, donc lors des heures de pointe, quoi. Parce que des fois, tu peux arriver et tu rates un train, donc là, tu es obligé d'attendre un autre. Et des fois même, tu peux rater même 2 trains. 10 minutes à peine, le temps d'embarquer en première classe, direction Dalifort et Zagbao. À bord, Mohamed Nian s'offre le luxe de lire ce qu'il ne peut se permettre en étant au volant. Un gain de temps, un gain vraiment de certitude, donc voilà, de sécurité, de confort aussi. Et puis tu maîtrises les horaires, donc les horaires, ce n'est plus la peine de se réveiller à certaines heures parce qu'il n'y a plus certaines incertitudes. Donc on sait exactement l'heure où on part et l'heure où on arrive, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Le service à bord également, c'est parfait. Hein. C'est parfait parce que là, on est en première classe, on voit que vraiment, il y a le confort. Et vraiment, donc là, vraiment, bon, ça nous encourage quoi, à prendre le terrain. 16h50, halte de Dalifort. En moins de 10 minutes, El Hadji Diallo est arrivé à destination. Ils se sont soulagés de ne plus avoir à affronter les embouteillages monstres. Quand j'utilise mon véhicule avec la circulation, ça me faisait à peu près 40 à 45 minutes. Oui, mais là, avec le TER, je vois que c'est très pratique. Il y a gain de temps, il y a économie de carburant et il y a même également, par exemple, rien que par exemple, quand j'amène mon véhicule, je paye le parking 1000 francs. Son véhicule est garé à quelques 5 minutes de la station. Dalifort ne dispose pas encore de parking aménagé pour les usagers du TER. Si on peut améliorer, par exemple, nous, pour nos véhicules, des fois, pour se garer, vraiment, on a des difficultés. S'ils peuvent aménager, par exemple, leur gare là, qu'ils accélèrent les travaux, comme ça, nous, ça va nous permettre d'avoir donc, bon, des espaces parking et ça va nous faciliter vraiment donc, les choses, quoi. L'époque des bousculades dans les transports en commun et des longs trajets n'est plus qu'un vieux souvenir pour ces usagers. Certains ont avoué avoir été sceptiques au tout début de la mise en circulation du train express régional. Il leur a fallu peu de temps pour être convaincus de son intérêt. Au 100e jour de la mise en service du TER, les usagers ont fini d'être convaincus de son importance dans la mobilité urbaine. Gain de temps, budget de transport réduit, confort, ponctualité, autant d'avantages qu'offre le train express régional. Fatou Sakho était à bord. 7 heures à la gare de Diamniadio, Mamor prend son ticket de train. Il embarque pour Dakar. C'est un habitué du TER. Oui, tous les jours pour aller à Dakar. Avant, on perdait plus de temps dans la route. Mais maintenant, quand le train est arrivé, on n'a pas de problème. Au départ, ils sont juste quelques-uns à bord. Les gares de Bargny, Rufisque, Keur Maïfal, PNR et Thiaroye enregistrent dans le sens de Dakar le plus grand nombre de voyageurs. Ils sont unanimes. Le train est une aubaine. Je prenais souvent le Ndiaga Ndiaye et toujours j'étais en retard pour aller au mon lieu de travail. Un jour, je somnolais, arrivé à Dakar. Ah, donc le train aussi a survolé alors. Hein? Parce que tellement il y avait la rapidité. Climatisé avec des sièges confortables, le TER est compartimenté en 4 voitures. Une pour les personnes à mobilité réduite, une pour les personnes âgées et les femmes enceintes, une première et une deuxième classe. Vous avez classe in que ce soit le départ à Dakar ou il faut que je Keur Maïfal, c'est confortable quand même. C'est du luxe, on s'en réjouit.
Autant d'avantages qui déterminent les tarifs entre 500 et 2500 francs CFA. Abordables pour nombre d'usagers. Avec les dotations, au moins, on se retrouve avec 100 à 150 litres le mois. Donc actuellement, si tu gardes le véhicule, que tu prends le train, tu payes 115 000 francs. Je partais toujours à Dakar avec ma voiture. Je dépensais 10 000 francs par jour avec ma voiture. Maintenant, je dépense 3 500. Cependant, certains proposent de réduire les coûts pour plus d'équité. L'apport qualité-prix est là, mais le prix ne correspond pas forcément à tout le monde. Je souhaiterais vraiment qu'on revoie les tarifs pour nous qui avons des salaires moyens. Aller-retour dans la terre tous les jours, c'est 60 000 le mois. C'est beaucoup. Avec ses 180 places assises, le TER a une capacité de 500 personnes. Durant le trajet, ils sont nombreux à rester debout. Il faudrait peut-être augmenter le nombre de trams. On est obligé, comme vous le voyez, d'être debout. Si vous voyez bien, sur les bus qui prenaient assez de place, et donc c'est un peu élargi aussi. Il y a des poignées là où on peut attraper pour les passagers qui sont debout. Et là, tu ne vois pas des poignées par rapport à ça. Le train express régional assure environ 177 rotations par jour de 5h30 à 22h. Il transporte en moyenne 115 000 voyageurs dans ses 13 gares grâce à ses 15 rames. Le TER est un excellent moyen de transport, mais nous qui sommes de Keur Massar, nous avons besoin d'une gare. C'est un monde fou qui va jusqu'à Keur Mbaye Fall pour prendre le train. Mise en circulation le 27 décembre 2021, plus de 5 500 000 personnes en ont profité. L'utilité du TER a fini de convaincre les plus sceptiques à son 100e jour. J'habite à Saint-Louis, mais je n'ai jamais pris le train. J'avais l'habitude de prendre le Tata. Il y a une grande différence entre le fait de prendre le TER et de prendre les autres. Déjà, il n'y a pas d'embouteillage. En même temps aussi, le confort, ça joue. Tout au début, le projet en tant que tel, je l'ai critiqué, comme tout bon Sénégalais, parce que peut-être on n'avait pas toutes les informations. Mais à la réalisation, je me suis rendu compte que c'est une infrastructure très importante. Depuis 2007, j'habite Kounoune. En termes donc de santé, en termes donc de temps que je gagne, de productivité dans l'idée de mon travail, vous voyez que donc c'est énorme. Le voyage à bord de ce train bimode procure un sentiment de sécurité, de fiabilité et de confort. De Diamniadio à Dakar, le trajet a duré 45 minutes. Celui-là a raté son train. Pas de souci. Ponctuel, le prochain arrive dans 10 minutes. Et les locaux du TER à Colobane constituent le cœur du dispositif d'exploitation du train. Ils abritent un atelier de maintenance, de formation et de mise en service des équipements. Nous vous amenons à la découverte du centre de commandement des opérations ferroviaires de Colobane. Une visite guidée signée Youssouf Kaba. Robustesse, points travaux, indicateurs de production, informations voyageurs ou encore des indications de circulation, autant de tâches dévolues à ce site caractérisé comme un véritable tableau de bord. Ici, c'est le centre de commandement des opérations ferroviaires du TER à Colobane. Le cerveau, c'est la tour de contrôle du TER. Donc sans ce centre-là, le TER ne peut pas fonctionner. Tout est coordonné, planifié et puis géré au niveau de ce poste-là. Par exemple, s'il y a des situations de crise, de mode dégradé, par exemple, la gestion se fait ici au niveau du coffre, dans la salle de crise. C'est là que tout est coordonné, mais en se basant sur la visualisation qui se fait au niveau du mur d'image. À partir de ce poste-là, de ce centre des opérations ferroviaires, on peut par exemple avoir en temps réel la position de tous les trains sur le tracé. C'est à partir de ce poste-là aussi qu'on va donner l'ordre de mouvement au train. On leur demande de s'arrêter ou d'avancer en fonction de la fluidité. Donc c'est vraiment ici que tout est coordonné et que tout est géré. Près de 120 rotations quotidiennes, c'est ici que toutes les décisions de mise en circulation ou de retrait de rames sont prises. Une dizaine d'employés de profils différents, les yeux rivés sur les écrans, opèrent tout au long de la mise en service des trains. Ce sont des trains qui fonctionnent à l'énergie électrique. Donc toute la supervision et la gestion de la caténaire est faite à partir de ce poste-là. Donc en résumé, on a de la maintenance, donc des profils maintenance, on a des profils circulation, on a des profils gestion de l'énergie, mais aussi des profils information voyageurs pour pouvoir
informer les voyageurs en temps réel de ce qui se passe au niveau du TER. Par exemple, en situation dégradée, ce sont ces informations voyageurs-là qui sont extrêmement utiles pour aiguiller les voyageurs et pour leur informer de l'état du trafic. Sur ce site également, un atelier de maintenance. Déjà, 2 rames sont en entretien prêtes à reprendre le circuit. Dans le même bloc, une salle simulateur dédiée à la formation des conducteurs et du personnel de maintenance. Tout cela piloté à partir de ce centre ou cerveau du dispositif TER. Donc ici, c'est un peu le cerveau de l'exploitation du TER. À partir d'ici, on supervise toutes les activités, toutes les opérations ferroviaires qui sont effectuées au niveau du TER, à savoir la gestion du trafic, la supervision de toutes les gares, par exemple, la gestion de l'énergie, la gestion de la signalisation, la gestion de la sûreté aussi, mais aussi la gestion de tout ce qui est maintenance et puis la planification de la maintenance. Le centre de commandement des opérations ferroviaires constitue le début et la fin du processus d'exploitation du train express régional. Il a été conçu ainsi pour que rien n'échappe au contrôle afin de maximiser sur la sécurité et les critères de performance au grand bonheur des usagers. Et les 100 jours de voyage du TER, une occasion de redécouvrir la gare de Dakar, un site mythique chargé d'histoire, un site que nous fait visiter Ndeikou Maniaï. Il est presque 16 heures à l'emblématique gare de Dakar. Les voyageurs commencent à affluer. C'est la première étape d'un parcours de 36 km. Dans le hall, des sonorisations diffusent les informations destinées aux passagers. Et de ce côté, on a les guichets, on a les 4 guichets de la gare de Dakar. Et au R+1, on a l'agence de la gare de Dakar. Cette machine sert à distribuer des titres de transport. C'est une machine intelligente qui permet en fait l'achat des titres, le rechargement des abonnements et l'achat de n'importe quel titre. Après le hall, c'est le patio, le lieu d'embarquement des voyageurs. Vous avez une boutique relais et vous avez la parfumerie de la gare. Aujourd'hui, ce que nous proposons à nos clients, puisque les gares sont des lieux de vie aujourd'hui, nous leur demandons effectivement, pendant leur parcours voyageur, de pouvoir effectivement, si besoin, utiliser ces commerces. À votre droite également, on a un futur commerce, de l'autre côté, à votre gauche plutôt. Et au niveau de l'étage, c'est ce qu'on appelle l'extension. Donc si vous regardez bien, cette partie-là a été ajoutée ou rajoutée à la gare, parce que c'est l'extension de la gare. Le bâtiment historique de la gare, c'est toute cette partie-là qu'on vient de voir. Pour accéder au premier étage, des escaliers, un escalier roulant et un ascenseur sont disponibles. Au deuxième et dernier étage se trouve l'agence où on confectionne les cartes d'abonnement. Par exemple, une carte perdue peut être renouvelée à partir de ce site. De l'autre côté, le service administratif. Construite en 1913, la gare de Dakar a été mise en service en 1914. Elle fut fermée en 2009 et brièvement rouverte en 2010. Elle est entrée en service commercial le 28 décembre 2021, comme le reste de la ligne ferroviaire allant jusqu'à Diamniadio. Et pour encore parler des 100 jours du TER, nous recevons le directeur général de l'APIX, M. Moutagassi. Bonsoir. Bonsoir, Moutlaï. Alors, 100 jours après le lancement de l'exploitation commerciale du TER, quel bilan pouvez-vous dresser? Combien de voyageurs ont été transportés? Quel est le chiffre d'affaires réalisé? Merci, Ramatoulaye. Je pense que ce reportage parle de lui-même. Le président Macky Sall a bien raison de dire qu'une aube nouvelle se levait sur notre pays le 27 décembre 2021. Nous fêtons aujourd'hui les 100 premiers jours d'une mission d'exploitation commerciale, en plus des 21 jours de gratuité que le président Macky Sall, avec sa grande générosité, donc, avait offert aux Sénégalais, mais surtout à l'exemple de pédagogie pour un exercice d'appropriation par les Sénégalais de ce mode de transport. Ce mode de transport a changé la vie des Sénégalais. Vous l'avez vu, vous l'avez constaté. Mais 5 ans avant, le président Macky Sall avait vu cette vision pertinente et puissante à travers un choix d'un mode de transport qui était la meilleure réponse, je le dis encore, à la problématique du transport urbain dans la région de Dakar. À l'épreuve des faits, à date, 5 500 000
voyageurs ont profité de ce type de transport moderne, robuste, fiable, mais aussi confortable et mieux abordable. 5 500 000 voyageurs. Vous attendiez à plus ou moins? En moyenne, on peut dire 1 Sénégalais sur 3 a emprunté le TER. L'objectif est atteint ou dépassé? L'objectif est atteint du point de vue de la tendance après 100 jours, mais l'objectif du TER et sa capacité avec l'offre de transport, c'est 115 000 passagers par jour. Aujourd'hui, nous remarquons une affluence pendulaire. Entre 6 h du matin et 9 h, nous avons 16 725 personnes à quai, dans le sens Dakar-Diamniadio, et 2 000 à 3 500 personnes dans le sens contraire, parce qu'on a un système pendulaire. L'après-midi, on a le même profil, dans les deux sens. Et le plateau, de 10 h à 14 h 30, a connu une croissance de 230%. C'est-à-dire que, par rapport à janvier 2022, plus de Sénégalais prennent le train dans les créneaux du plateau des heures creuses. Cela veut dire simplement que les Sénégalais intègrent le choix de prendre le TER dans leur déplacement au quotidien, avec le transit interne, Thiaroye-Yeumbeul, Pikine pour aller à Bargny et revenir à Rufisque. Ça, c'est des comportements qui permettent de lever le plateau. Les 5 500 000 passagers par jour consacrent aussi tous les créneaux horaires offerts. C'est ça qui permet de dire le TER est un projet emblématique, une mise en œuvre titanesque, mais qui a permis aux Sénégalais, dans leur écrasante majorité, de consacrer une affluence énorme parce que, à l'épreuve des faits, la promesse, elle est là. 5 500 000 voyageurs ont emprunté le train les périodes précédentes. Nous avons respecté la promesse d'un train toutes les 10 minutes, 196 trains par jour, et aussi avec tous les modes d'acquisition et d'achat de tickets. Au guichet en cash, avec les DTT, les distributeurs de titres de transport en automatique, mais aussi les ventes en ligne ont commencé. Mieux, nous avons aussi remarqué les abonnements mensuels et les abonnements trimestriels, donc des entreprises, des opérateurs économiques. Le projet, tel qu'il est consacré, un projet ferroviaire, après 100 jours, c'est donc un trimestre et 10 jours, consacre une exploitation performante au niveau des critères de performance. La performance du point de vue de la régularité et de la disponibilité estimée à 98%, entre 96 et 98%, toutes gares confondues. Les statistiques récentes révèlent que 99,6% des voyageurs sont satisfaits du service, de son niveau de qualité, mais aussi profitent largement du gain de temps qu'offre le TER à travers le trajet journalier. Ce gain de temps, sur une moyenne estimée de Dakar à Bargny, avec le cœur du tracé, le gros ventre du tracé, c'est Thiaroye. Les usagers estiment avoir un gain de l'ordre de 100 000 francs par mois, je ne parle pas de par jour, par mois, pour les passagers réguliers qui allaient à Dakar, revenaient. Rapporté à 56% des 115 000 passagers divisés par 2, parce que c'est un trajet, on est sur 3 milliards de gains pour les passagers à injecter dans le pouvoir d'achat dans la banlieue. 3 milliards par mois, on considère que c'est des passagers réguliers, donc chacun de ces passagers a au moins un mois de vacances dans l'année, on multiplie par 11, on n'est pas loin de 31 milliards par année injectés en pouvoir d'achat dans la banlieue. Ramené sur 5 ans, on est dans l'ordre de 127 milliards. C'est ça, la pertinence et la puissance de la vision du président Macky Sall. Un projet comme celui-là, c'est un projet structurant. Je ne parle pas de la réduction des embouteillages. Je ne parle pas des pollutions. Les témoins en ont parlé tout à l'heure. Ça, c'est la partie satisfaction, gain de temps. 2,7% des usagers estiment que
il faut étendre ou élargir la plage de fonctionnement au-delà de 22 heures. Nous sommes en train d'estimer et de voir l'évaluation sur une réponse adéquate à cette demande. Parce que simplement, toutes les couches des populations sur la dorsale Dakar à Diamniadio ont fait le choix de prendre le TER. Les usagers, vous les avez aussi suivis, demandent plus de RAM, demandent d'inclure les personnes à mobilité réduite dans vos projets et demandent d'aménager les parkings au niveau des gares. Je reviens là-dessus. Je pense que le train, de par sa conception, a intégré les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées. Il y a des rames, des espaces PMR, personnes à mobilité réduite. Ici, le commentaire du voyageur que j'ai suivi tout à l'heure avec beaucoup d'attention, il parle de la discipline des voyageurs de respecter les espaces dédiés aux personnes âgées, aux femmes enceintes et aux handicapés. Ce sont des espaces dédiés à ces personnes. Il faut de la courtoisie pour les voyageurs d'offrir à ces personnes le type d'espace qui leur est alloué. Mais le projet lui-même, de par sa conception, a prévu ce type de population ou cette tranche de voyageurs. Nous avons remarqué, je reviendrai sur la question des parkings, les 5 gares les mieux achalandées ou les mieux fréquentées, c'est la gare de Dakar, la gare de Colobane, la gare de Thiaroye, la gare de Keur Mbaye Fall et la gare de Rufisque à la moindre mesure. Donc le gros ventre du TER. Ces gares ont eu déjà le qualificatif de gare à la base. Elles ont, à leur niveau, nous avons aménagé des parkings pour voyageurs. Mais alors, nous avions aussi évalué le report de trafic entre la modalité de transport routière et celle de transport, la modalité ferroviaire. L'affluence du TER, sa réponse étant la meilleure pour les problématiques de transport urbain, les automobilistes ont abandonné les véhicules, ont fait le choix sur le TER. Un projet de complément d'investissement est en cours de conception, surtout pour les haltes. PNR est bondé au niveau des référents de véhicules parce que les gens laissent leurs véhicules à ce niveau-là. Keur Mbaye Fall déborde d'usagers parce que les gens ont fait le choix de prendre le TER. Pikine, c'est pareil, mais aussi jusqu'à Dalifort et Beaumarchais. Ça, c'est les externalités liées à la réponse favorable de l'affluence qui créent d'autres besoins complémentaires pour pouvoir respecter l'affluence et aussi gérer les riverains. Justement, on va vers un transport multimodal, donc il faut également gérer les correspondances par bus, par exemple. Absolument, je l'ai indiqué dans les précédents développements. Le président Macky Sall a imaginé la mobilité urbaine à travers 2 axes majeurs, la multimodalité et l'interopérabilité. Donc il y a différents types de transports qui vont se mailler. Il y a donc les transports routiers. Le président Macky Sall a fini et finalisé les transports par voie autoroutière, les transports par voie routière, la VDN Nord, l'autoroute à péage, la route nationale. Ce sont des axes parallèles. Le président Macky Sall a finalisé le TER qui fait l'objet de notre débat de ce soir, mais aussi il y a le BRT qui viendra, qui offre aussi des faisceaux parallèles. Quand vous prenez la côtière, vous avez donc la route nationale qui est parallèle à la côtière, vous avez l'autoroute à péage qui est parallèle à la route nationale, vous avez le TER qui est parallèle à l'autoroute à péage, vous avez la VDN qui est parallèle aux 3 et aussi le BRT au milieu. Il y aura donc des systèmes de rabattement qui permettent d'assurer une interconnexion cohérente et rassurante sur voie dédiée entre ces différents modes de transport. Avec le même ticket, vous prenez 3 ou 4 différents modes de transport avec des systèmes de rabattement pour arriver à destination avec le même ticket, mais en utilisant plusieurs modes de transport. Le TER consacre une aube nouvelle pour notre pays. J'aime bien l'expression de son Excellence le président Macky Sall. Nous sommes les 100 premiers jours de la mission d'exploitation commerciale. J'en arrive avec des performances en matière de régularité, mais aussi des performances de gestion, parce que nous avons une mission aujourd'hui au niveau du TER.
une mission d'exploitation et de maintenance portée par des ingénieurs sénégalais qui ont fait le choix de rentrer au pays pour certains, d'autres, à travers des écoles de formation au niveau de notre pays, venir embarquer avec cette mission d'exploitation et de maintenance. Il y a 980 Sénégalais qui opèrent ces performances et qui sont au cœur des missions essentielles de la CTR, donc du TR. Le TR qui est attendu à l'AIBD. Le TR, le président Macky Sall a lancé le 5 mars dernier. Il a posé la première pierre et lancé les travaux de la seconde phase du TR de Diamniadio à AIBD pour un linéaire de 19 km et qui sera livré dans 23 mois, c'est-à-dire le 27 décembre 2023. Monsieur Moutagassi, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, le plaisir était pour moi. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'APIX. C'est prétexte de notre entretien ce soir, les 100 jours du train express régional. Le président de la République, dans sa politique d'appui et d'accompagnement au secteur impacté par le Covid-19, avait alloué 75 milliards de francs CFA au ministère du Tourisme et des Transports aériens. Cependant, la répartition et la gestion de ces fonds sont décriées par les professionnels du tourisme et de l'hôtellerie. Aussi demande-t-il l'arbitrage du chef de l'État, Pape Kolingom. Face à la presse, la Fédération des organisations patronales de l'industrie hôtelière et touristique passe au crible les difficultés que traverse le secteur d'activité. On avait mis en place des crédits, des montants au niveau des différentes banques. Nous avons remarqué qu'une partie de cet argent a été transformée en compte de tiers et mis à la disposition du secteur aérien. Donc le secteur du tourisme a été fortement lésé, je veux dire, par cette décision arbitraire et discriminatoire, n'est-ce pas? Et donc ce que nous dénonçons et déplorons fortement. Avec les effets combinés de la Covid-19 et de la crise russo-ukrainienne, ajoutez à cela la question des crédits hôteliers, les acteurs du tourisme et de l'hôtellerie se disent inquiets de leur avenir. Au niveau du crédit hôtelier, vous l'avez noté, l'absorption des crédits est difficile parce que les conditions, l'État a donné une garantie qui va même jusqu'à 80%, mais souvent les banques demandent des garanties telles que ça rend les crédits inaccessibles. Ça n'a pas de sens. La crise, elle est encore là. Vous savez, on parle encore en Chine, n'est-ce pas, de la Covid, n'est-ce pas, qui revient doucement. On ne connaît pas encore les conséquences de la guerre qui se passe aujourd'hui en Ukraine sur les flux au niveau du tourisme, parce que bon, ça va mécaniquement engendrer un surcoût sur tous les plans. Malgré ces difficultés, Amadou Racine Sy et ses collaborateurs se sont félicités du soutien du président de la République Macky Sall pour la relance et la résilience du secteur touristique. Nous saluons également la disponibilité et le soutien que nous avons toujours eu au niveau du chef de l'État, le président Macky Sall, il faut le reconnaître, qui a été le premier chef d'État à présider, n'est-ce pas, le lancement de la saison touristique au niveau de Saly, qui nous a reçus avec un certain nombre, n'est-ce pas, d'entre nous, et qui a fait droit à l'ensemble de nos préoccupations lors de cette audience. La Fédération des organisations patronales de l'industrie hôtelière et touristique a annoncé dans les jours à venir une rencontre d'évaluation de leur mémorandum avec le chef de l'État afin de permettre au secteur de jouer sa partition dans le développement économique du pays. Un plan d'urgence de modernisation de l'arrondissement de Dakar-Plateau sera élaboré et présenté au chef de l'État le mois prochain. L'annonce a été faite par le ministre des collectivités territoriales. Omar Gueye a présidé hier un CRD spécial consacré à ce plan de modernisation. Le compte-rendu de Saliou Seck. Arrondissement de Dakar-Plateau, la localité concentre l'essentiel des activités économiques du département. Elle est aussi considérée comme la vitrine de la capitale. Toutefois, des difficultés sont notées. Il y a un problème d'assainissement. On a le meilleur réseau. C'est le réseau le plus vieux. Nous avons un problème d'assainissement. C'est vrai, il existe un réseau, mais il est vieux. Ça demande des milliards. Les travaux ont démarré à Médina, mais il est un peu lent. Nous avons aussi des difficultés concernant l'encombrement. Il est même noté partout dans la commune de Dakar-Plateau. Il faut trouver une solution à cette problématique. À Médina, nous n'avons pas de lycée. Des élèves qui
qui ont leur BFM sont obligés d'aller dans la commune de Plateau ou Gueule Tapée Fass Colobane pour apprendre. Nous remercions le chef de l'État, M. Macky Sall. Lorsque nous l'avons posé le problème de l'ambulance, il l'a réglé tout de suite. Nous demandons aux autorités de donner le stade Iba Mar Diop et la maison de la culture Douta Seck à la mairie pour leur gestion. Ils font partie du patrimoine de la Médina. Parce que Douta Seck ci xolu Médina la nekk te Médina ku xam-xam ne berceau culture la. Tous ces points seront pris en charge dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'urgence de modernisation de Dakar Plateau. Nous avons noté avec l'ONAS que les travaux qui sont particulièrement dans la Médina vont trouver une solution rapidement, mais de préférence avant l'hivernage. Le problème du lycée et ces problèmes-là seront en bonne position dans le document final. La liaison maritime Dakar-Gorée, le ministre a apporté des réponses. Effectivement, je le confirme, le président Macky Sall a donné des instructions pour l'acquisition de 2 chaloupes pour remplacer donc les chaloupes pour la liaison maritime Dakar-Gorée, y compris le ponton qui doit être revu. Pour les bâtiments en ruine, également nous avons noté, mais là, le gouverneur a pris bonne note, il va prendre contact avec la protection civile. Pour Petersen, un excellent projet, parce que n'oublions pas qu'on parle de modernisation. La modernisation rime avec des infrastructures de dernière génération. La modernisation de l'arrondissement de Dakar Plateau fait partie donc des priorités du chef de l'État qui suit de très près les travaux. Je suis personnellement l'évolution et la suite des engagements pris. Je voudrais donner l'assurance qu'on va tout mettre en œuvre pour que vraiment les suites soient données, que ce soit couronné de succès. Voilà, et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Après cette rencontre spéciale, les échanges vont se poursuivre. Un document sera mis à la disposition du chef de l'État avant le 15 mai prochain. À présent, le communiqué du Conseil des ministres, un communiqué lu par Aramdor. Bonsoir. Bonsoir, Guyatou. Bonsoir. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, a présidé le Conseil des ministres ce mercredi 27 avril 2022 au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le chef de l'État a présenté les condoléances de la nation à la famille et aux proches de Thierno Birahim Ndaw, arraché à notre affection. Thierno Birahim Ndaw fut un administrateur civil hors pair et un grand serviteur de l'État, membre du Conseil de l'Ordre national du Lion, ancien gouverneur de région et ancien maire de Kaffrine. Son engagement et son dévouement à la République l'érigent en référence pour les générations actuelles et futures. Abordant la question relative au renforcement de la sécurité routière et à la nouvelle doctrine d'amélioration de la circulation sur les axes routiers et autoroutiers, le président de la République présente également ses condoléances aux familles des victimes d'accidents de la route qui ont fait 8 morts la semaine dernière dans la région de Fatick, dans la commune de Tataguine, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Le chef de l'État demande à ce sujet au ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement d'accélérer l'application du nouveau code de la route et d'accentuer le déploiement des activités de l'Agence nationale de sécurité routière ANASER pour renforcer la prévention par une sensibilisation efficace des usagers. Le chef de l'État souligne dans le même esprit la nécessité d'améliorer la signalisation des tronçons routiers, l'aménagement des ralentisseurs, d'aires de stationnement et de repos, avec toutes les commodités requises sur des points officiels indiqués. Le président de la République invite en outre le ministre chargé des routes à actualiser le classement des routes nationales, départementales, communales, compte tenu de leur fréquentation et du développement des établissements humains dans plusieurs localités. Le chef de l'État accorde par ailleurs une attention particulière à l'éclairage et à la sécurisation de la voie de dégagement nord VDN 3 et rappelle au ministre en charge des Finances, de la Coopération et des Infrastructures
l'urgence d'engager la poursuite rapide des travaux de la route des Niayes. Le président de la République signale également l'urgence de réviser avant fin juin 2022 le cadre de gouvernance de la circulation des véhicules, des bus de transport et des gros porteurs camions dans la capitale et le long des axes routiers et autoroutiers. Le président de la République invite enfin le ministre en charge des transports terrestres à consolider la dynamique de concertation avec les professionnels des transports routiers afin d'améliorer la mobilité urbaine et interurbaine et d'asseoir une économie des transports modernes. Poursuivant sa communication, le chef de l'État a abordé la nécessaire stabilité sociale durable dans le secteur de la santé et réitère son attachement à l'amélioration continue de la qualité des offres de soins et des prestations dans les structures sanitaires, des conditions de travail des agents de la santé, toutes catégories confondues. Le président de la République demande dès lors au gouvernement d'impliquer davantage les ordres professionnels, médecins, pharmaciens, sages-femmes, etc., dans l'administration et la régulation des activités du secteur de la santé. Le chef de l'État invite enfin le gouvernement à, d'une part, poursuivre le dialogue social avec les syndicats de santé et les organisations professionnelles et, d'autre part, de prendre les dispositions appropriées pour assurer la continuité et la qualité du service dans les structures sanitaires du pays. Sur la célébration de la fête du travail et sur la résilience des travailleurs, le président de la République saisit l'occasion de ce conseil pour adresser ses félicitations et encouragements aux travailleurs qui ne ménagent aucun effort malgré la crise sanitaire et les chocs exogènes notés ces dernières années pour renforcer la résilience économique et sociale du Sénégal. Le chef de l'État réaffirme son attachement à l'ancrage du dialogue social dans tous les secteurs et à la consolidation de la protection sociale à travers les dispositifs de solidarité en vigueur, couverture sanitaire universelle, bourse de sécurité familiale, carte d'égalité des chances, etc. Le président de la République demande à ce titre au ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions et au Haut Conseil du dialogue social d'intensifier dans l'esprit du tripartisme gouvernement, employeurs, travailleurs, l'exécution du plan national de renforcement du dialogue social et d'assurer la mise en œuvre des conventions collectives et de la politique de santé et sécurité au travail. Le chef de l'État réitère la priorité qu'il accorde à la modernisation du système national de retraite avec la promotion de la retraite complémentaire, avec les efforts soutenus et continus de l'État pour généraliser la revalorisation notable des pensions et assurer les prestations sociales destinées aux retraités. Le président de la République invite le ministre en charge du Travail à finaliser dans le consensus le projet de code unique de la sécurité sociale, texte fondateur qui permettra d'effectuer un saut qualitatif dans la gouvernance des relations de travail au Sénégal. Le chef de l'État informe enfin le Conseil qu'il recevra les centrales syndicales le mardi 3 mai 2022 dans le cadre de la Journée internationale du travail. Abordant la question liée à la consolidation de l'inclusion sociale avec le lancement du programme spécial Cash Transfert, le président de la République rappelle la priorité qu'il accorde à l'inclusion sociale dans la mise en œuvre des politiques publiques. Le chef de l'État salue en particulier le succès du programme national de bourse de sécurité familiale qui a permis à plusieurs familles vulnérables de bénéficier du soutien financier régulier de l'État. Le président de la République magnifie la mise en place pour la première fois au Sénégal du registre national unique RNU, instrument de pilotage qui vient consolider l'exhaustivité, la crédibilité et la transparence du système de solidarité nationale, notamment l'allocation des bourses de sécurité familiale. Le chef de l'État félicite le ministre des Finances et du Budget, le ministre du Développement communautaire,
de l'équité sociale et territoriale et la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale pour le travail accompli vers les cibles. Le président de la République rappelle que les 542 956 ménages actuellement répertoriés dans le RNU vont recevoir de la part de l'État un cash transfert exceptionnel d'un montant global de 43 milliards de francs CFA à l'occasion d'une cérémonie de lancement de cette opération de solidarité nationale inédite qu'il présidera le 10 mai 2022 en présence des représentants des forces vives de la nation. Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le chef de l'État a insisté sur les points suivants. La préparation de la fête de Korité. Sur ce point, le président de la République, après avoir adressé à la Oumma islamique et à la communauté musulmane du Sénégal ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux, demande au ministre de l'Intérieur de prendre les mesures idoines pour assurer le bon déroulement des célébrations au niveau des mosquées et lieux de culte concernés. Le chef de l'État invite au demeurant le ministre du Commerce, en rapport avec les acteurs économiques, à veiller par une sensibilisation de proximité des commerçants à l'approvisionnement normal des marchés en produits et denrées essentiels accessibles aux populations. Le président de la République a par ailleurs décidé, au regard du contexte géopolitique, de la mise en place d'un comité interministériel de veille sur les impacts économiques et stratégiques de la crise internationale actuelle. Le président de la République a clos sa communication sur son agenda diplomatique et sur le suivi de la coopération et des partenariats. Au titre des communications. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République a fait le point sur le suivi des directives et instructions présidentielles. Le ministre des Finances et du Budget a fait une communication sur l'exécution budgétaire 2022 et sur les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale tenues à Washington du 19 au 23 avril 2022. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait une communication sur la situation internationale. Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération a fait une communication sur la situation des zones économiques spéciales. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait une communication sur les résultats de l'évaluation des besoins des populations dans les 9 villages de reclassement social. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a fait une communication sur les prévisions pour la saison des pluies 2022 et sur la campagne de commercialisation de l'arachide. Le ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises PME a fait une communication sur la mise en service du marché d'intérêt national, la gare des gros porteurs, la modernisation des marchés par le Promogem et les mesures préconisées par le comité de veille pour l'approvisionnement correct du marché intérieur. Au titre des textes législatifs et réglementaires. Le Conseil a examiné et adopté le projet de loi abrogeant la loi numéro 76-03 du 25 mars 1976 relative au traitement de la lèpre et au reclassement social des lépreux guéris ou mutilés. Le projet de décret portant rattachement de l'École nationale de développement sanitaire et social, ENDSS, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Au titre des mesures individuelles. Le président de la République a pris les décisions suivantes. Monsieur Nicolas Auguste Nyuki, conseiller des affaires principales, précédemment ministre conseiller à l'ambassade du Sénégal à Bruxelles, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence Monsieur Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria, avec résidence à Abuja en remplacement de M. Babacar Matar Ndiaye, appelé à d'autres fonctions, M. Ousmane Diop, conseiller des affaires étrangères, ministre conseiller, directeur Europe, Amérique et Océanie
au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur est élevé au rang d'ambassadeur. Monsieur Habibou Tal, titulaire d'une maîtrise en droit public des sciences politiques en arabe, précédemment deuxième conseiller de l'ambassade du Sénégal en Mauritanie, est nommé consul général de la République du Sénégal à Lusaka, République de Zambie, en remplacement de M. Boubou Senghot, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Abdoul Aziz Diouf est nommé, à compter du 1er octobre 2021, professeur titulaire à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, spécialité droit privé. M. Djendor Nzouabet est nommé à compter du 1er octobre 2021, professeur titulaire à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, spécialité droit privé. Monsieur Babou Diène, enseignant-chercheur à l'UFR des lettres et sciences humaines de l'université Gaston Berger de Saint-Louis est nommé professeur titulaire de classe normale pour compter du 1er octobre 2021. Monsieur Magat Ndiaye, enseignant-chercheur à l'UFR des lettres et sciences humaines de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, est nommé professeur titulaire de classe normale pour compter du 1er octobre 2021. Monsieur Mohamed Ben Maoui, matricule de solde numéro 609-064P, enseignant-chercheur à l'UFR des sciences appliquées et de technologie de l'université Gaston Berger de Saint-Louis est nommé professeur titulaire de classe normale pour compter du 1er octobre 2021. Monsieur Abdoulaye Baïla Ndiaye, matricule de solde numéro 103-104A, est nommé dans les fonctions de directeur de recherche titulaire de biologie entomologie à l'Institut fondamental d'Afrique noire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar à compter du 1er octobre 2021. Et c'était le communiqué du Conseil des ministres avec Aram Daoua. Merci. Et cette information, le gouvernement face à la presse, ce sera ce jeudi à 10h avec les ministres de la Santé, du Pétrole et des Infrastructures. Et ce sera à suivre en direct sur notre antenne. La commune de Wakhinane Nimzat à Guédiawaye en plein chantier. La voirie est en réfection sur 1,5 km grâce au programme de modernisation des villes. Nous y reviendrons. Pour le moment, sachez que les envahisseurs de la voie publique doivent se tenir prêts. Les autorités ont décidé de remettre de l'ordre dans les artères de Dakar. À la suite d'un CRD, un document destiné à la réorganisation des artères de la capitale sera présenté au président de la République. Pour améliorer le cadre de vie, nous écoutons le sous-préfet de Dakar Plateau, le docteur Djibi Diallo, au micro de Ousmane Garifay. Monsieur le président de la République a déjà rencontré son émission Dioko avec les populations elles-mêmes. Nous avons tenu un CRD pour quand même un plan d'urgence, n'est-ce pas, de l'amélioration du cadre de vie au niveau de Dakar Plateau. Aujourd'hui, le CRD a été fait. La commission de validation, effectivement, va se réunir et un document sera acté et remis à l'autorité, n'est-ce pas, le chef de l'État. Et je pense que ce sera des décisions qui seront prises et qui pourront être pérennes et qui vont améliorer vraiment les conditions de vie au niveau de l'arrondissement Dakar Plateau. Et nous avons fait déjà le CRD hier. Nous sommes en train de finaliser le document. Ceci sera une réponse structurelle par rapport effectivement à la problématique de l'occupation anarchique. Maintenant, pour les questions de liberté, comme je l'ai dit, cette opération est une des opérations que nous sommes en train de mener. Depuis ces jours-ci, vous avez vu que nous sommes en train de prendre, en tout cas, tous les épaves en rapport avec, n'est-ce pas, la gestion du cadre de vie et la gestion des encombrements pour, en tout cas, améliorer, n'est-ce pas, les conditions de vie au niveau de Dakar Plateau. Les états de liberté sont une chose, mais l'autre chose aussi, c'est qu'il y a les mauvaises habitudes qui continuent, n'est-ce pas, à exister auprès de nos populations. Mais quelle que soit la situation, comme je l'ai dit, ceux qui ne sont pas encore, que nous n'avons pas encore vus, n'ont qu'à prendre une position. Nous sommes en route et rien ne va nous arrêter pour, en tout cas, continuer à désencombrer les voies publiques et les voies d'accès. La rue 1 de la Médina à Dakar retrouve sa quiétude. Le sous-préfet de Dakar Plateau y a mené ce mercredi matin une opération de désencombrement en compagnie de l'UCG et des forces de l'ordre. L'autorité a débarrassé la rue de tous les obstacles et des autres ateliers de fortune. Au portage Mama Moussagna. La rue 1 de la Médina, le site respire à présent
Pas de carcasse de véhicules, pas de cantine improvisée. Tout est dans l'ordre. D'ici, on peut apercevoir le bout de la rue sur plus de 200 mètres. Il fallait donc régler la question de la mobilité, de la sécurité, de la salubrité et de la sûreté. Ici, la rue 1 qui traverse la RTS est une rue qui est très stratégique, qui dessert l'avenue Malick Sy, l'avenue Blaise et l'avenue Général de Gaulle. Ce qui fait qu'actuellement, il y avait une occupation anarchique de l'espace public au niveau de cette voie. Aucun véhicule ne peut plus passer à la limite. Et nous avons pensé que toute cette occupation anarchique constituait un risque, une menace et créait la vulnérabilité, surtout avec une barre comme la RTS. Avec les travaux de mise en service du BRT au niveau du triangle sud, la rue 1 est devenue un passage obligé pour les véhicules. Son désengorgement est devenu une nécessité. On ne peut pas négocier la sûreté et la salubrité de nos voies. Dakar est encombré. Et ça continue d'être encombré. Nous avons pensé qu'à ce niveau-là, que toutes les personnes, comme je l'ai dit, le BRT ou sur le temps de BRT, toutes les personnes qui vont occuper la voie publique vont libérer des voies d'accès pour permettre aux populations de circuler librement et en toute sécurité. L'opération exécutée, le suivi demeure une équation. Pour le moment, on a mis en place un dispositif d'abord de suivi qui va être géré par les éléments du commissariat de la Médina. Je verrai avec le commissaire central pour voir avec l'appui du GMI et quand même, et même au besoin, les gendarmes de la RTS pour continuer à nous aider, en tout cas sur le plan du suivi. Et ensuite, il faut que les populations qui habitent à côté de ces rues, qui sont aujourd'hui encombrées, il faut que ces populations aussi, en face du sien, pour nous aider. Et à la limite, je demanderai au maire de la Médina, toutes les personnes qui occupent ces cantines-là, en tout cas, qui retirent en tout cas ces agréments, parce que ce sont les cantines qui sont là, qui vendent des pieds détachés, qui créent, n'est-ce pas, effectivement, cette anarchie-là. La rue 1 est dans le quartier Médina, une commune de la ville de Dakar. Elle fait partie de l'arrondissement de Dakar, un quartier populaire dans la commune sud de la capitale, limitrophe de Dakar Plateau. Je vous le disais, la commune de Wakhinane Nimzatt à Guédiawaye est en plein chantier. La voirie est en réfection sur 1,5 km grâce au Promoville, le programme de modernisation des villes. L'axe ciblé, l'avenue Serigne Abdou Diambaké, qui dessert de nombreuses infrastructures sociales dont des marchés et des écoles. Elle sera élargie de près de 2 mètres. Les détails avec Hamidou Diop. Dans la commune de Wakhinane Nimzatt, l'élargissement de l'avenue Serigne Abdou Diambaké est en bonne voie. De 5 mètres au début, la route aura 7 mètres de largeur à la fin des travaux. La route qui était dégradée est en train d'être réhabilitée par le programme Promoville, avec entre autres des radiers d'une épaisseur de 20 cm. Les populations riveraines attendent avec impatience la mise en service de cet axe. Vraiment, nous remercions l'État d'avoir bénéficié de ce projet qui est venu à son heure, parce que cette route que vous voyez là a été détériorée et que c'est une route qui mène vers le marché, un grand marché. Il y a des gros poteaux qui fréquentent le marché. Il y a aussi des transporteurs qui passent par ici. C'est aussi une voie de dégagement. Il y a une poste de santé qui est en route, qui est le poste de santé d'Ar Rahman. Il y a aussi l'école 23-24. Il y a aussi l'église. Il y a aussi des entreprises privées comme les écoles que les gens fréquentent. Donc oui, c'est une route vraiment qui a été vraiment détériorée, qui avait aussi des points bas. Je pense que même avant cette réalisation, la mairie avait une ONG en partenariat pour régler les problèmes de points bas. Mais heureusement, il est venu à l'heure. Les entreprises ont été sensibilisées et de nombreux points bas à l'origine des inondations sont pris en compte dans le système d'assainissement prévu dans le cadre de la réhabilitation de la voirie. Les quartiers Kausara, Cité Sonès, entre autres, verront dans quelques mois le bout du tunnel. Moi, j'habite juste derrière, mais à chaque fois qu'il pleuvait, il était difficile, voire impossible pour nous de sortir pour aller au travail. Et avec ce projet, nous espérons que nous n'aurions plus de difficultés de ce genre. Il y aura un système de drainage constitué principalement par un caniveau ayant pour dimension 100 x 100. Également, on prévoit la pose d'une conduite en PVC d'N 400, donc sur environ 560 mètres. Il y aura également des regards de visite. Toujours sur l'aspect assainissement des eaux pluviales, nous allons intégrer dans la limite du possible tous les points bas qui sont proches de notre route et qui peuvent être drainés. Cette route de contournement
rejoint directement la voie de dégagement nord. Sa réhabilitation améliore la mobilité urbaine vu le taux de fréquentation et les nombreux édifices desservis. Je peux dire que c'est une voie de dégagement parce qu'à partir donc, de la VDN, les gens peuvent donc utiliser ce tronçon qu'on est en train de réaliser pour donc accéder au niveau de la paroisse, également de la mosquée, des deux marchés. Il y a également à côté un poste de santé. Également, il y a aussi des écoles primaires également qui sont proches de cet axe. Donc toutes ces infrastructures pourront donc être desservies. Une fois les travaux terminés, Promoville va poser plus de 40 lampadaires sur cet axe d'1,5 km. Cet éclairage public va augmenter la sécurité des riverains et des usagers de cet axe. Le WARF est un instrument de solidarité qui profite aux populations nécessiteuses. Au Sénégal, il est bien mis en œuvre et encadré par la loi 2015. Selon Racine Ba, directeur général de la haute autorité du WARF, il est l'invité du magazine Le Point ce soir. Waqf est un mot arabe qui signifie immobilisation. Le Waqf est tiré d'un hadith de l'islam qui dit lorsque le fils d'Adam meurt, il y a 3 choses qui peuvent la trouver jusque dans sa tombe, 3 doigts. C'est un enfant pieux que le défunt aurait laissé sur terre qui prie pour le défunt. La seconde chose, c'est une œuvre intellectuelle que le défunt aurait laissée sur terre et qui continue à profiter à la communauté. Et la troisième chose, ce qu'on appelle Sadaka Jariya, c'est une aumône durable, un bien qu'on leur aurait laissé sur terre et qui profite à des personnes nécessiteuses. Dans la métaphore populaire, très souvent, on dit que c'est la graine que l'on aurait semée qui donne un arbre avec des fruits qui profite à des personnes nécessiteuses. Mais dans sa version moderne, c'est un investissement, une immobilisation comme, comme le décrit le mot waqf en arabe. Un bien immobilier, par exemple, que j'aurais constitué, que je loue, et les revenus générés profitent à des personnes nécessiteuses. C'est la version moderne du waqf qui est un waqf indirect. Le waqf direct, il peut être le dara que vous aurez constitué, qui profite directement à des apprenants. Ça peut être un orphelinat, ça peut être une mosquée. Et récemment, il y a la famille Abassal qui a inauguré un immeuble quelque part à Dakar. Est-ce que ça rentre dans le cadre de ce mécanisme-là? Tout à fait. C'est un exemple pertinent, un des tout derniers exemples pour lequel on se félicite que la famille Abassal, à travers l'ONG Al-Hariya, mette en place un projet immobilier dont les revenus générés par la location de cette infrastructure-là, les revenus vont profiter directement aux œuvres sociales que cette famille-là faisait à travers l'ONG Al-Hariya. C'est un exemple patent et un exemple pertinent et on encourage les ONG à aller dans ce sens. Est-ce qu'il y a au Sénégal, à part cet exemple, est-ce qu'il y a d'autres WACF? On sait qu'à Saint-Louis, depuis en tout cas le 19e siècle, ce mécanisme-là existe. Vous pouvez nous dire par rapport à ces différents WACF et les plus connus au Sénégal aujourd'hui? Oui, le plus connu au Sénégal, souvent l'exemple que l'on cite, c'est le Waqf de Seigne Mourtada Mbaké. Il avait les instituts Al-Azhar, les instituts Al-Azhar où il y avait des apprenants, des daras, et à côté, il avait mis en place des Waqf. Le plus célèbre, c'est la société de transport, sur laquelle il avait marqué Waqf. Les Sénégalais, souvent, la plupart ont connu le Waqf à travers cet exemple-là, avec une place Mamdiara. Il avait mis également en place des boulangeries. Et les revenus générés par ces entreprises-là servaient au fonctionnement des instituts Al-Azhar. Voilà un exemple patent et célèbre du Waqf. Le point sur le Waqf à suivre après ce journal avec Ousmane Garifaye. L'Afrique doit s'unir, des mots de Kwame Nkrumah 50 ans après. Il continue d'inspirer les élites africaines. Conséquence du soutien à l'Ukraine et en réponse aux sanctions contre la Russie, Moscou coupe le gaz à des pays européens. Toujours dans le conflit en Ukraine, le secrétaire général de l'ONU était à Moscou pour trouver un accord pour l'évacuation des civils. Le récit de Moussa Mane. À Moscou, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a été reçu par Vladimir Poutine. Une première visite dans la capitale russe depuis le début du conflit. Les deux hommes ont discuté des conséquences de la guerre, la situation des populations dans les zones de combat. Ils ont fait le point sur les négociations en cours. Ensuite, il a été reçu par le ministre russe des Affaires étrangères.
Lors d'une conférence de presse avec Sergei Lavrov, Antonio Guterres a proposé la création d'un groupe de contact réunissant la Russie, l'Ukraine et les Nations Unies, afin de rechercher les possibilités d'ouverture de couloirs humanitaires. Le ministre des Affaires étrangères se dit prêt à avancer en termes de couloirs humanitaires. Il a annoncé que les négociations se poursuivent et que le but principal de la Russie, c'est de protéger les populations civiles. Pendant ce temps, la Russie a suspendu ses exportations de gaz naturel vers la Pologne et la Bulgarie. Poutine a été clair vis-à-vis des pays européens qui achètent son gaz, payez en roubles et je vous livre du gaz, ou bien je coupe l'approvisionnement. Une première en Europe où environ 45% du gaz naturel utilisé pour le chauffage, la production d'électricité ou l'industrie pour les pays de l'Union européenne en 2021 est importé de Russie. La suspension des livraisons de gaz russe est une réponse à ces deux pays qui refusent de payer en roubles comme le demandait Moscou. Il faut dire qu'environ 97% des contrats entre des groupes de l'Union européenne et les fournisseurs de gaz russes prévoient des paiements en euros ou en dollars. Selon des analystes économiques, un pays comme l'Allemagne ne peut pas se passer du gaz russe au risque d'entrer dans une récession. Les Allemands ainsi que les Hongrois seraient prêts à payer en roubles. Pour ces analystes, les pays qui en dépendent ne peuvent pas se passer du gaz russe d'ici l'hiver prochain, malgré la diversification des fournisseurs de gaz dans le monde. Ces pays dépendants du gaz russe pourront-ils encore résister à cette pression de payer en roubles? L'avenir nous le dira. En Afrique, il y a 50 ans, exactement le 27 avril 1972, disparaissait loin de son pays le premier chef d'État ghanéen Kwame Nkrumah. Artisan de l'indépendance du Ghana, leader nationaliste, il fut immensément populaire lorsqu'en 1957, il arracha l'indépendance du pays aux colonisateurs britanniques. Accusé d'avoir ruiné son pays économiquement en 1966, il a été renversé par les militaires. Il trouva asile en Guinée où il restera jusqu'à la fin de ses jours avant de mourir d'un cancer dans un hôpital à Bucarest en 1972. Aux yeux de l'élite africaine, l'auteur de l'Afrique doit s'unir reste le symbole vivant du panafricanisme. Né en 1909 dans une famille modeste, son premier cycle d'études terminé, il partit pour les États-Unis en 1935 où il fit des études d'économie et de sociologie à l'université noire Lincoln de Pennsylvanie. Devenu leader du mouvement indépendantiste, Kwame Nkrumah créa en 1952 son parti, le CPP, qui remporta les élections locales. Il participe aux côtés des Britanniques à la gestion politique du pays jusqu'à l'avènement de l'indépendance 5 ans plus tard, le 6 mars 1957. La Côte d'Azur se libéra du joug colonial et se fait baptiser Ghana en hommage à l'ancien empire Ashanti. And long live African unity. Le monde de la culture est en deuil. Rudy Gomis, le lead vocal de l'orchestre Baobab, est décédé hier soir des suites d'une longue maladie. L'artiste est l'auteur de tubes qui ont fait danser plusieurs générations. Le directeur général de la RTS et l'ensemble du personnel présentent leurs condoléances à la famille du défunt et à toute la communauté artistique. Lua idinos, lua ipanos. Rudy Gomis, une voix s'est éteinte, paix à son âme. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur nos plateformes digitales. Je vous souhaite une excellente soirée.